Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est le luxe. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce soir, chez Swissquote, il y a une dégustation de gin. Alors je vais vous laisser avec Marco à propos Du jean. du luxe et moi, je vais aller déguster le gin. Je reviens dans une demi-heure. Non, plus sérieusement, on va attaquer la présentation tout de suite. Le sujet, c'est les dots, comme d'habitude. Et on va particulièrement attaquer le sujet du luxe, qui a été quand même un point très, très fort de ce début d'année. Alors, stop ou encore, on va en parler tout de suite. Je te laisse la parole et on se reparle tout de suite, bientôt, immédiatement. Voilà. Alors, pourquoi le parfum? Ça, je vous dirai après. Donc, l'agenda, très simple, c'est juste un petit tour d'horizon du marché mondial des parfums et arômes qui rentre effectivement dans la problématique du luxe, évidemment. Donc, on partira un peu chez Givaudan. LVMH, on l'avait déjà traité, mais considérant que Bernard Arnault a pas mal de pognon et puis qu'il fait la une des journaux, surtout à l'heure des retraites en France, ça pouvait être pas mal, ça s'enchaînait bien. Donc, les Swiss Dots, ça, évidemment, vous connaissez. C'est quand même sympa parce qu'ils ont amélioré leur plateforme de trading. Donc, on sent que c'est une société qui bouge, hein, Swissquote, donc ça vaut la peine d'être client chez eux. Ils nous ont payé du jean, c'est pour ça. Là, c'est le disclaimer, bon, ok. Là, vous savez, vous le connaissez aussi, le nombre de varans et ce genre de choses. Par contre, la chose qui est assez intéressante, c'est que dans les dots, moi, de temps en temps, je cherche des sociétés qui m'intéressent comme ça. Puis, il n'y a pas de dots. Alors, quelquefois, c'est frustrant. Mais franchement, avec le nombre de sociétés qui sont représentées, je pense qu'il y a de quoi créer un portefeuille, le gérer ou d'avoir des idées de trading. Les DOTS, donc les Swiss Derivative OTC Trading System, quand vous lisez aussi investir.ch, de temps en temps, il y a des articles de Swissquote où on parle des DOTS, comme ça, vous savez, en soirée, c'est toujours intéressant de dire je sais ce que c'est qu'un DOT. Quatre catégories de produits, les varants, les no-cartes, les mini-futures, les facteurs certificates. Je le dis chaque fois, hein, facteur certificate, c'est un petit peu technique. En gros, mieux vaut peut-être chercher une idée de trading plutôt que de regarder le facteur certificate. Par contre, celui qui est un day trader, un vrai day trader, il peut regarder le facteur certificate. Maintenant, de nouveau, il y aura peut-être plus de sociétés qui sont représentées dans les varants et les no-cartes varants, voire les mini-futures, que dans les facteurs certificate. Alors peut-être que ça peut créer une certaine gêne et une frustration parce que vous n'avez pas trouvé ce certificat par rapport à un titre qui vraiment vous intéressait. N'oubliez pas, là c'est une pub à côté, que chez Swissquote, vous pouvez aussi traiter les options listées. Alors, le marché mondial des parfums et des arômes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si, il y en avait eu une question par rapport à Givaudan et le titre, c'était quand même, avait perdu à peu près 50% de sa valeur par rapport au plus haut. Donc, c'était intéressant. On n'avait pas vraiment pu y répondre à l'époque. Donc, voilà, c'est une réponse. Donc, le marché mondial des parfums arômes, 26 milliards d'euros en 2019. On n'a pas de chiffre plus précis en 2020, 2021, 2022. Donc, prenons déjà 2019. Donc, 10 milliards pour les arômes. D'accord? Vous comprenez qu'il y a des arômes, qu'il y a des parfums. Et puis, après, il y a les matières premières. Il y a 5 grands groupes qui ont donc 74% du marché de l'industrie. Si vous avez lu la presse il y a 2 mois à peu près, ces 5 compagnies étaient plus ou moins sous enquête parce qu'elles auraient discuté ensemble pour les prix des matières premières, si vous voulez. Donc, il y aurait une collusion de ce côté-là. Donc, tout était sous enquête, sauf Takasago, le japonais, parce que je pense que c'était compliqué de traduire en japonais la version légale de l'attaque. Donc, Givaudan, Firmenich qui n'est plus vraiment Firmenich vu qu'elle a été rachetée par une société hollandaise. Alors, on va dire que c'est un merger, mais un merger, quand la société hollandaise détient 64% du capital et les Firmenich le reste, moi j'appelle ça un takeover, mais on appelle ça comme on veut. L'américain IFF, donc International Flavor and Fragrances, et l'allemand Symrise, qui, à mon avis, n'est pas coté en bourse, et le japonais Takasago. Mordor Intelligence, vous allez voir des graphiques après, ça sort de chez eux. Donc, c'est une société de conseil d'analyse économique. Donc, pour eux, entre 2022 et 2027, le taux de croissance de cette industrie serait de 4,6%. Ça paraît peu, d'une certaine façon, mais considérant que la population mondiale croît très rapidement, mais ce sont des gens pauvres qui font des enfants,
c'est pas eux qui vont acheter des arômes et des parfums. Bon, voilà. Marché mondial, si on le regarde comme ça, donc les marketeurs, ceux qui en vendent, pas qui les produisent, donc il y a Dolce Gabbana, Burberry, Chanel, PVH et puis LVMH. Voilà pourquoi LVMH rentre dans cette idée de webinaire. On voit effectivement où on en vend le plus, ben, comme par hasard, c'est les pays du nord de l'hémisphère. Donc voilà ce que je vous disais, effectivement, les gens pauvres n'en consomment pas autant que les gens riches, parce que c'est quand même un article de richesse. On ne boit pas, sauf si on est très alcoolique, des bouteilles de parfum. Médium, mais donc en croissance, évidemment, c'est la Chine. L'Australie, je ne pense pas que ce soit très significatif, mais la Chine est très significatif, en tout cas dans les prévisions des analystes par rapport à la croissance de ce marché. La Chine est importante. Alors, parlons de Givaudan. Alors là, c'est une société, en fait, c'était un spin-off de Roche, donc spin-off en 2000. Ça, effectivement, peu de gens s'en rappellent. Moi, je ne me rappelais pas du tout. Ah, non. Non, voilà. Maintenant que t'en parles, oui, ça me Oui. revient. C'est-à-dire qu'effectivement, Et puis donc, vous rappelez que les 5 plus grosses détenaient 74% du marché mondial. Ah bah, Givaudan, c'est la plus grande qui détient 25%. C'est énorme. À part ça, c'est énorme. C'est la fierté un tout petit peu de la Suisse d'avoir. Donc, on se met au parfum. Bon, certaines fois, il y a des gens qui ne sentent pas tout à fait le parfum d'une déroute comme celle du Crédit Suisse, mais enfin, voilà. on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Donc 42% des ventes sont réalisées sur des marchés émergents à forte croissance. Je vous laisse deviner, c'est la Chine, hein. Et puis, eux se déplacent plus vers les pays émergents parce que comme il y a évidemment une classe moyenne qui est en train de se développer dans ces pays émergents, nommément Taïwan, la Corée, l'Inde, évidemment que c'est là qu'on va mettre plus d'accent parce qu'évidemment, quand vous avez déjà 2 parfums et 3 aftershave, sauf Thomas pour l'aftershave, J'ai arrêté. t'as arrêté, voilà. Givaudan cherche une croissance de 4 à 5%. Rappelez-vous, avant la croissance estimée par cette société de conseil de 4,6, ben vous retrouvez la croissance organique de 4 à 5% chez Givaudan. Par contre, c'est intéressant aussi de voir un cash flow libre. Donc, c'est le cash qui est généré par Givaudan. C'est 12% des ventes en moyenne. Donc, croissance organique des ventes, 5 à 8% au troisième trimestre. Donc, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Qui manquait l'estimation des analystes. Donc, de nouveau, jeu de mots, les analystes n'étaient pas au parfum de la croissance organique de Givaudan. Le goût et le bien-être ont été la principale source de manquement. Donc, le goût, c'est tout ce que vous pouvez rajouter lorsque vous cuisinez, par exemple. De l'huile à la truffe, je pense qu'il y a plus de chimie que de truffe. Donc, la croissance était que de 3,9%, alors qu'on attendait 6,3%. Donc, vous voyez pourquoi là, il y a eu effectivement quelque chose qui a manqué dans les prévisions des analystes. La parfumerie et la beauté, c'était un tout petit peu en deçà, mais rappelez-vous, en deçà. Pourquoi? Parce que la Chine était encore pratiquement sous couvercle Covid. Donc, évidemment, vu que l'on cherche à avoir une croissance sur les pays émergents, la Chine étant le principal pays émergent, la Chine étant encore sous couvert, donc vous avez compris la conclusion. Consensus des analystes. Alors, la recommandation moyenne, alors ça, d'un côté, ça sort de le graphique de Wall Street et journal, et de l'autre côté, c'est de Zone Bourse. Donc, vous voyez qu'il y a 23 analystes, mais je pense qu'ils sont principalement suisses, qui regardent un tout petit peu ce que vaut la société et où elle pourrait aller. Donc, objectif de cours haut 4100, objectif de cours bas 2400. Ouais, celui qui a mis 2400, c'était très très bas. Dans le graphique que vous voyez sur votre gauche, donc vous voyez qu'au plus haut, c'est 5000, au plus bas, c'est 2400. Donc 2400 voudrait dire qu'on irait encore presque plus bas que les plus bas. Donc la projection que vous voyez, d'accord, en gros, c'est que ça ne va pas progresser des masses en moyenne quand même, d'accord. Donc, cours moyen 3138, cours de clôture lorsque j'avais regardé ça, c'était 3166. Donc, en gros, c'est relativement flat.
À signaler aussi que le dividend yield actuellement est de 2,5% sur Givaudan, donc on ne va pas vraiment l'acheter pour son dividende. Les principaux investisseurs, pourquoi ça, on a un petit peu changé dans la présentation pour que ce soit un peu plus rigolo pour vous aussi. Donc l'évolution du compte de résultat, vous le voyez. Donc effectivement, 2023, ça monte un tout petit peu, 2024 un petit peu encore et 2025 un petit peu encore. Ça correspond avec ces 4 à 5% d'augmentation. Par contre, dans le ownership, ce qui est marrant, c'est de voir que Cascade Investment, c'est Bill Gates et puis Melinda Gates, bah, c'est Melinda Gates. Donc la famille Gates, même si elle n'est pas recomposée, qu'elle est décomposée vu leur divorce à 14%. l'époque, ça fait quand même 14% de la boîte. Ça veut dire quand même que ce sont des gens qui sont relativement confiants dans cette société. Après, on voit que BlackRock, Vanguard et UBS Asset Management, UBS c'est par rapport à des fonds, des ETF sur la Suisse, BlackRock et Vanguard c'est par rapport à tous leurs ETF. Donc on se rend compte aussi que les ETF ont une part assez congrue par rapport à ça. Quant à Credit Suisse Asset Management, donc c'est pas Credit UBS, ça Suisse c'est et Asset Management, ça viendra UBS Asset Management certainement. Pictet en a, parce que je pense que de nouveau, à travers la Suisse et puis à travers leurs fonds sur le luxe. Donc, Givaudan en fait partie. Le graphique long terme. Hein. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est une croissance extraordinaire, mais par rapport au top de 2022, on a quand même perdu. On est passé de 4750 à 2750 au plus bas. Donc, on a perdu 40% de la valeur. C'est énorme. D'où la question qui avait été posée à l'époque lors d'un webinaire. Bah, évidemment que ça a baissé parce que un, ralentissement économique quand même, deux, augmentation forte du prix des matières premières. Donc ces gens, bah, ils travaillent avec de la matière première pour la transformer, donc leurs marges ont été impactées. Et puis après, il y a de nouveau cette croissance qui a été un petit peu stoppée avec l'histoire Covid en Chine. Donc vous voyez, mais qu'à part ça, c'est un titre qui était pas mal. Évidemment, 2011 à 2022, c'était une star. Après, ben, ça redescend à ce qu'elle devrait être. Donc c'est un côté investissement long terme. Maintenant, investissement long terme, quand on a perdu 40% de la valeur, ça devient intéressant au niveau du trading. Voilà, elle est aussi revenue sur sa tendance de l'exagération post-Covid a été corrigée, on va dire, quand même. Oui, Si parce que là, on cherche un peu cette phase-là, elle alors était. cette phase-là, alors après, il y a des gens qui travaillent, alors prenons l'analyse technique, Fibonacci, donc évidemment, on peut retravailler sur les retracements. Donc à un certain moment, là, on a un retracement de 50%, pratiquement, on va Mhm. dire, qui est un des chiffres de Fibonacci, donc on pourrait effectivement commencer à rebondir. Cependant, là, on voit qu'il y a un flag qui est pas très très sympathique, d'où on peut imaginer pourquoi quelqu'un a mis 2400 comme target. Target, hein. Mais bon, donc vous voyez le flag, ça fait si on devait tirer une ligne ici, plus ici. Donc en général, quand les tops sont toujours plus bas et qu'il y a une ligne de support qui est toute droite, donc horizontale, la probabilité serait qu'on aille plus bas. Soyons très très clairs. Euh, on va regarder alors Givaudan avec le Varan. Donc, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à l'analyse technique, toi. Non, justement, moi, quand je vois ça spontanément, je me dis, bon, on voit que c'est un titre qui a été dans le coma pendant longtemps, quand même, parce avant 2020, on n'a pas fait grand-chose. Non, tout avant 2015, on n'a Ouais, pas fait grand-chose. Et qu'il y a une accélération. Donc, je me méfie toujours un peu de ces accélérations, parce que franchement, elle est partie de loin pour arriver très très haut. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même une boîte qui faisait du 300%. Ça reste non plus c'est pas non plus de l'intelligence artificielle, quoi. Donc techniquement, oui. Je pense que là, on a corrigé pas mal des excès. Le trend est remis en question quand même. Tu as mentionné le flag, mentionné le fait qu'on peut encore avoir un excès de faiblesse. Finalement, ouais, je pense que c'est un titre qui, s'il devait revenir 500 balles plus bas, ce serait pas non plus, même plus que 1500 francs plus bas, ce serait même pas forcément choquant pour corriger les excès. Mais après, les fondamentaux sont OK. C'est une boîte qui est relativement défensive. Mais surtout, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, c'est une boîte qui est devenue
un petit peu plus spéculatif que ce qu'elle nous a habitués à l'être en fait ces dernières Ouais, années quand ça même. c'était Ouais. ouais, c'était assez fou. L'autre chose, maintenant, on a l'impression que tout est dans les chiffres, donc elle va pas aller hors tendance du marché. Donc si le SMI baisse, elle va baisser. Exactement. On va dire ça comme ça. Donc c'est presque un pari sur le SMI, hein. Alors, Tu connais la pondération dans la SMI, non? d'ailleurs, merde, j'ai dit une connerie. C'est Hmm. pas dans le SMI, c'est Ok. plutôt dans le SPI. Oui, oui, c'est dans le SPI, Hmm. pardon. Je sais, j'ai aucune idée de la pondération. Mais bon, comme les gens travaillent avec des ETF pour la plupart, donc évidemment, ça va être pris À dans la l'intérieur. tourmente s'il y a Ouais. tourmente, pris dans la hausse s'il y a de la hausse. Alors après, elle va peut-être baisser un peu moins ou monter un peu moins. Ouais. Donc en relatif, on peut toujours imaginer que ça puisse. Bah, c'est un titre qui est défensif quand Ouais, même, l'un dans l'autre structurellement parlant, qui a été très fort, qui a été trop fort probablement. Et là, on a corrigé un peu les excès. Ce qui sera intéressant d'observer quand même, ce sera effectivement de voir à quel moment. Bah, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut toujours imaginer que c'est un titre qui peut retourner dans ces phases délirantes. Et la Chine sera probablement une des grandes ouais. réponses à obtenir sur le côté de Givaudan, puisqu'elle en a été l'artisan d'une partie de la hausse. Est-ce que la Chine peut se reprendre? Est-ce que la Chine va se reprendre après ce qu'ils ont vécu ces derniers temps? On a vu aussi récemment que les chiffres économiques étaient mauvais en Chine, enfin mauvais. On se rend compte que le rebond miracle qu'on nous a proposé depuis la libération des Chinois du Covid, hein, eh bien, ça devient un petit peu lent, un petit peu mou, et ce sera vraiment quelque chose à surveiller parce que est-ce que c'est juste on va dire un retour en arrière pour mieux sauter dans le rebond, ou est-ce que franchement on est en train de se rendre compte que la Chine a passé un cap et que pour l'instant ils rentrent plutôt dans une phase un peu plus déprimante que l'habitude. Le fait d'avoir été fermé longtemps leur a fait perdre beaucoup de market share sur certains produits. Et est-ce qu'ils sont capables de se réinventer ces prochains temps pour pouvoir redémarrer? Mais on a vu en ce moment qu'effectivement, la croissance du pays devient vraiment problématique. Et Givaudan devrait le ressentir d'une manière ou d'une autre si ça ne va pas dans la bonne Ouais. direction. Donc, premier cas, j'ai envie de jouer la hausse, donc un Varan call. Le Varan call, quand vous voyez en dessous de Givaudan Varan call, donc si vous regardez là, c'est un dot de la Société Générale, juste comme ça. Donc rappelez-vous qu'on est à peu près à 3140, d'accord? Donc le prix d'exercice serait de 3200. Donc c'est un call, donc vous gagnez de l'argent à partir de 3200 plus la mise de fonds. Euh, La date d'émission, c'était le 6 du 3 2023. La dernière date de trading, c'est le 15 du 3 2024. Donc, vous avez 9 mois, enfin 10 mois pratiquement de vie. 10 mois de vie, ça veut dire quoi? Si vous passez sur le côté droit, c'est que la valeur temporelle, il y en a une de 0,29. Puis après, on verra quel est plus ou moins le prix du varan. Le delta 0,55, c'est-à-dire que chaque fois que ça monte de 1, vous montez de 1,5. D'accord? Ou de 0,55 ou de 55%. Le ratio, important aussi, parce qu'il faut faire gaffe par rapport aux calls comme par rapport aux options et listées, c'est qu'il y a des ratios. Donc, ça peut être de 10, ça peut être de 50, etc. Là, c'est de 1000. Donc, vous allez devoir acheter 1000 var en call, de nouveau, pour jouer un titre Givaudan. Si on regarde ce var en call, donc il vaut à peu près 0,28. Donc, vous vous rendez compte que d'une certaine façon, vous n'avez que de la valeur temps. Donc, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, Mais il est en dehors de la manœuvre. il est Ouais. légèrement dehors de la Mhm. monnaie. Il est out of the money, mais de nouveau au 3140, 3002, le strike, c'est pas très très loin. Donc c'est pratiquement que de la valeur temps. Puis après, il y a un tout petit peu Ouais. de delta et autre chose. J'ai mis le graphique en dessous là, de Givaudan. Donc évidemment, le dot va bouger beaucoup plus que ne bougerait le titre visuellement. D'accord? Donc on voit tout au fond que le titre depuis le 7 mars jusqu'au 12 mai, le titre a gagné 11%, 11,48%, et le call a gagné 97,2%. Donc de nouveau, ça démontre l'effet de levier qui est important lorsque vous achetez un var en call pour jouer la hausse. En l'occurrence, comme c'est monté, il y a là, vous avez gagné du pognon. Le var en put, alors ça, c'est vous dites, ah ben moi je crois, que c'est un flag qu'on va baisser. Donc on peut calculer la valeur du flag par rapport à la hampe du drapeau et puis l'objectif de la baisse.
Et puis là, vous dites, bon, moi, je pense les 2400, c'est jouable. Alors là, vous êtes in the money, d'accord? Parce que le strike, c'est toujours 3200. Mais par contre, vous êtes à 3140. Donc, quand vous jouez la baisse, vous êtes déjà dans la baisse. Donc, effectivement, c'est un put. La même chose, Société Générale. Donc, sans surprise, le ratio est de 1000. D'accord? Parce que ça dépend effectivement de celui qui a créé le produit, quoi. Le seuil de rentabilité, évidemment, c'est 3200 moins ce que vous allez payer. Donc, à partir de 2926, vous allez gagner de l'argent par rapport à votre mise de départ. La valeur temporelle, toujours 0,25. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, de nouveau, le titre a gagné 11,48%. Par contre, votre put a baissé de 46%. Donc, c'est énorme. Par contre, l'autre chose, c'est que vous voyez sur la droite que de temps en temps, quand on prend des graphiques, même chez Swissquote, rien n'est parfait. Donc, faites gaffe aussi par rapport à ce genre de choses. C'est toujours intéressant parce que là, vous ne voyez pas évidemment combien vous avez gagné, enfin, quels sont les prix, mais vous voyez que vous avez perdu, ça c'est l'axe de gauche. Donc, le plus bas qu'on a maintenant, ça se traite à 0,26. D'accord? Vous le voyez au plus bas parce qu'on est au plus bas aussi. Et donc, rappelez-vous, 0,25, c'est la valeur temporelle. Donc, vous êtes pratiquement, vous payez la valeur temporelle. Bientôt, avec Thomas, on va faire des petites vidéos pour réexpliquer un tout petit peu comment se price un call, un put, un var en call, un var en put, etc., etc. C'est important de le savoir. Là, on peut Donc, faire un strangle, non, straddle. un straddle, ouais, disons là, effectivement. Ah oui, ça c'est intéressant ce que dit Thomas. On pourrait s'amuser à shorter un put et shorter un call, par exemple. D'accord? Donc, on pourrait dire je short un put out of the money, je short un call out of the money, j'encaisse la prime. La prime temporelle, d'ailleurs. OK. Le problème avec les dots, On peut pas. on peut pas. On peut short. C'est que du long. Donc, vous achetez un call, vous achetez un put, vous achetez un mini future long, vous achetez un mini future short, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas vous mettre short. Ça, Et c'est mieux. c'est comme ça. Par contre, je reviens juste 2 secondes. Parce que je disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, on peut faire ce qu'on appelle un straddle. Si vous achetez un put et un call avec la même échéance et le même strike, eh bien, vous avez un straddle. C'est-à-dire que vous allez jouer la thématique. On va pas rentrer dans les théories d'options, mais comme là, les planètes sont alignées, c'est un peu trop tentant de ne pas aborder le sujet. En fait, quand vous avez le même call et le même put en termes de strike et en termes d'échéance, ça veut dire que vous pouvez jouer les. On ne sait pas. Vous achetez un call, vous achetez un put, et vous savez que vous jouez la thématique, il va y avoir un gros mouvement à la baisse ou à la hausse, mais vous ne savez pas dans quelle direction. Ce qui fait qu'en achetant les deux, bah, vous savez que d'une manière ou d'une autre, vous allez gagner de l'argent. Le pire qui puisse vous arriver quand vous montez un straddle, eh bien, c'est que le marché reste là où il est et que dans une année, on soit exactement là où on est. Donc, en gros, votre put ne vaudra plus rien, votre call ne vaudra plus rien et vous allez perdre de l'argent. En revanche, si le titre double, vous allez gagner énormément d'argent sur votre call, votre put ne vaudra plus rien, et vice-versa, si le titre baisse violemment, vous allez gagner énormément d'argent sur votre put, mais pas rien sur le call. En gros, ce qui sera intéressant, ce sera de faire l'addition de combien ça vous a coûté d'avoir cette possibilité de jouer les deux directions en même temps, et en fait, ce sera votre prime. Les deux primes cumulées, ce sera votre exposition et votre risque maximum, mais c'est une stratégie qu'on peut utiliser quand on a des situations de direction qui sont peu claires et difficiles à déterminer. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais si vous prenez ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés equity aux États-Unis, vous avez le S&P 500 qui est collé dans un range 4000, 4200 et il n'arrive pas à en sortir. Si vous achetez, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en général, quand on sort de ces périodes où on ne fait rien, la sortie est violente, dans un sens ou dans l'autre. Donc, on peut s'attendre à un mouvement violent. Mais simplement, très honnêtement, aujourd'hui, en fonction de ce qu'on connaît, c'est très difficile de déterminer la direction. Honnêtement, j'ai aucune vision par rapport à ce qu'on attend et ce qui peut nous tomber sur la figure au niveau macroéconomique. J'ai envie de dire, tout peut arriver. Donc, c'est des stratégies qu'on peut utiliser en achetant un call, un put, là où on est en ce moment. Et si tout d'un coup, il y a un démarrage, vous allez gagner sur un des deux côtés et perdre la prime sur l'autre.
mais au moins vous aurez pu jouer les deux sens. En revanche, si vous avez une conviction énorme et vous le savez à la limite que le marché va démarrer, à ce moment-là, vous vous contenterez d'acheter simplement un call. C'est juste pour aborder le sujet du straddle. Non, mais c'est bien parce que si on prend le côté, si j'avais acheté un call à son émission, donc on est ici, on va dire, et si j'avais acheté un put à son émission, d'accord? Donc je me rends compte avec le put, j'aurais perdu 46,53%, mais avec le call, j'aurais gagné 97,2%. Donc en achetant le straddle, alors là, c'était pas tout à fait un straddle, mais je veux dire dans le sens que on ne sait pas qu'est-ce qui était at the money at the time, on va dire ça comme ça. Mais par contre, même strike, même date d'échéance, eh bien sur mars, ça fait avril, mai, en 2 mois, grosso modo, vous auriez gagné quand même environ 50% en achetant les deux instruments. LVMH, passons LVMH. Donc, LVMH, c'est simple. Donc là, on en avait fait un autre de webinaire où on avait mis beaucoup plus de chiffres. Donc, la seule chose, c'est que ça a été créé en 1987. C'est toujours intéressant de le savoir. Donc, c'est un groupe qui a grandi. Hein. C'était pas un petit groupe. Enfin, le groupe n'était pas tel qu'il est maintenant. Donc, on a 70 marques dans le portefeuille. Je veux dire, je me répète, mais par rapport à ce que j'avais dit la première fois, c'est mieux que d'acheter un ETF sur le luxe, c'est mieux que d'acheter le Pictet Luxury Fund. Ouais, je sais, faut pas. Ouais. Bon, on est des anciens Pictet, mais on les adore. Oh, surtout toi. Ouais, bon. Euh, donc, ils ont racheté Bulgari, ils ont acheté Chaumet, ils avaient racheté Duty Free Shoppers aussi. Donc, c'est vraiment, c'est le groupe de luxe. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Maintenant, celui qui dit c'est trop gros et puis j'ai pas envie de boire d'alcool, il peut acheter Hermès. Non, parce que Pourquoi ça pas marche boire super bien. d'alcool? Ouais, pourquoi pas, mais enfin, je sais pas. Puis à On moitié sait chandon, jamais. ça fait partie du truc. Louis Oui, mais Vuitton. justement, c'est ça. Là, on va en faire un de webinaire où on va boire du champagne. C'est parce qu'on dit à la fin de l'année, on fait ça Ouais, au ouais, pub ouais, à côté. justement, je suis dans le pub à côté. Non, donc là, ça marche du tonnerre. Il y a eu la réouverture de la Chine. Donc, hein, ils ont un petit peu souffert, mais sans vraiment beaucoup souffrir parce que les gens riches deviennent de plus en plus riches et quand ils deviennent un peu moins riches, ils restent riches. Et ils Vous m'avez consomment suivi? toujours. Bah oui. Ouais, Ouais. c'est une thématique qu'on utilise régulièrement dans les périodes de crise. Ma mémoire me renvoie dans les années 2000 après la bulle Internet. On se rendait compte que quand tout était parti en vrille, quand le système avait explosé ou implosé, eh bien, on se rendait compte qu'il y avait toujours énormément de consommation dans les groupes de luxe, Hermès et consorts, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent dans la bulle Internet et qui n'avaient pas tout perdu, eh bien, ces gens-là, quand vous avez 250 millions sur le compte, même si l'économie est en ralentissement, même si on rentre en récession, même si les taux sont trop hauts, quand vous avez 500 millions sur le compte, la Ferrari, si elle vaut 280 000 euros et puis elle sera 320 000 l'année prochaine, ça ne vous posera pas trop de Ouais. problèmes pour l'acheter. Le sac à main en plastique de chez Vuitton, c'est pareil. Donc du coup, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Et cette année, le post-Covid, on a effectivement vu ce côté consommation très fort de la part des Asiatiques. Et on avait surtout un ralentissement à cause de l'absence des Chinois, qui aujourd'hui semble s'être terminé, mais en même temps, les derniers chiffres qu'on a vus sur Ouais. la Chine, on a l'impression que le rebond chinois, c'était pouf, un pétard mouillé. Et pour l'instant, on est revenu un peu à la case départ. Ouais, bien que les économistes sont en train de nous dire que la Banque centrale chinoise va certainement baisser les taux d'intérêt bientôt pour relancer la consommation, on verra. Mais effectivement, c'était la renaissance. Mais ouais, mais c'est pas tout à fait Lazare, lève-toi, hein, parce que ce qui est bien, c'est que LVMH, ce sont des produits de luxe, donc les gens qui ont du pognon achètent des produits de luxe, mais en même temps, c'est une société qui est riche. Donc pourquoi se priver? Donc quand ils ont racheté en 2021 Tiffany, ils l'ont pas acheté au plus haut Tiffany, Non. parce que justement, donc c'est ça qui est génial pour ceux qui ont de l'argent, c'est on ne prête qu'aux riches. Point numéro un, point numéro deux, c'est les riches qui vont faire les meilleures affaires, parce que les pâtes Buitoni 10 euros de moins ou 1 franc 50 de moins le kilo, on en a un peu rien à faire, quoi. Donc pour clôturer cette présentation d'LVMH, donc c'est une redondance par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc eux, c'est vraiment retour des clients en Chine continentale et Hong Kong, donc Hong Kong qui fait partie de la Chine aussi.
Et Macao, je pense qu'en général, lorsqu'il y a une crise, les gens vont beaucoup au casino. Macao égale casino. Quand on gagne de l'argent, eh ben, on va se faire plaisir et puis on achète un produit de luxe. Consensus des analystes, toujours la même histoire. Donc là, le dernier cours, le cours de clôture, c'était à vendredi, sauf erreur, 885 euros. Donc au plus bas, ce serait 640. À voir, à voir, à voir, parce que 640, ça serait quand même relativement bas. Le plus haut, C'est pas 943. Givaudan, ça, c'est LVMH. Ginaudon, ouais, merde, pardon. Le truc, il est faux en haut. Non, je peux pas sortir, ouais. Ah. Non, c'est Merde. juste, c'est le bon chart. C'est juste le titre qui est faux. Ouais, 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 ouais. Ouais, Dommage. ouais. Je peux sortir? Non, c'est bon, c'est Non. bon, c'est Bon, enfin, on bon. laisse. Vous comprendrez qu'en haut, c'est pas Givaudan, c'est Ouais, ouais. LVMH, hein. Ah merde. Ouais, ouais. Bon, je vais changer d'oculiste. Donc, par contre, le graphique est juste, hein, tout le reste, c'est OK. Là, on voit que le consensus des analystes, c'est toujours acheté. Donc, leur idée, c'est vraiment que ça monte et que ça monte encore. Donc, ne luttez pas contre le trend. Par contre, on voit que on peut discuter par rapport au trend. Donc, on peut aussi avoir des baisses. Rappelez-vous que quand tous les marchés baissent, même les titres de très bonne qualité baissent aussi. En relatif, baisseront moins que les marchés. Par contre, ce qui est impressionnant dans LVMH, hein, ça n'a pas forcément à voir avec la performance, mais ce qui est impressionnant, c'est la. On a vu aussi que ces dernières semaines, LVMH est devenue la plus grosse capitalisation européenne, puisque c'est la première capitalisation qui a dépassé les 500 milliards de market cap. Et ce qui est assez fou en plus à noter, c'est que quand vous regardez la fortune de Bernard Arnault, eh bien le gars, il a plus ou moins 40% de la boîte. 48,39. 48%, voilà, c'est ça. Parce que je regardais les statistiques l'autre jour dans Forbes, et en fait, quand vous avez LVMH qui vaut 500 milliards, 500 milliards, lui, il vaut la moitié, pratiquement. Voilà. Le groupe familial, en gros, mais c'est vrai que c'était assez frappant. Et puis là, on retrouve effectivement les BlackRock et les Vanguard, donc les gros vendeurs d'ETF. Mais le groupe Arnaud, groupe familial Arnaud, puis je pense qu'il a encore deux, trois petites choses encore à côté. Donc ça, c'est juste par rapport à LVMH. Donc il a 50% de la boîte. Le gouvernement français n'est pas dedans, hein, Non, peut-être Macron à titre avec ses personnel. comptes chez Rothschild. Donc vous voyez l'évolution des comptes de résultats. Enfin voilà, donc ça démontre un peu la croissance qui est relativement régulière depuis un certain moment. Donc depuis 2020 où ça croît régulièrement. Donc les gens cherchent du luxe. C'est peut-être aussi d'une certaine façon une valeur refuge, parce que un vieux Louis Vuitton certaines fois vaut plus cher qu'un nouveau Louis Vuitton, quoi. Le graphique sans commentaire, simplement que, vous voyez, par rapport à Givaudan, qui produit de la matière première, ce genre de choses, par rapport à quelqu'un qui va l'utiliser pour ses parfums et autre chose aussi, ben, le top de 2022, eux ont subi la baisse effectivement pendant un moment, d'accord, et puis après, c'est remonté de plus belle avec cette accélération, avec l'histoire Covid-Chine. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc quelqu'un qui l'a pris en 1998, qui s'est quand même tapé le crash, enfin qui s'est tapé en 1998, qui n'était pas sympa. Mhm. Ça c'était le crash des pays émergents. Après on s'est Ouais. fait le crash de l'an 2000, donc ça a stagné pendant un moment. Et puis après on voit qu'effectivement tout ce qui a été mis en place, c'est parti comme en 40. Ouais, mais même en 2009, après la crise des Ouais, ouais. subprimes, c'était pas cher encore. Voilà, donc oui, C'est- On était à haut prix à quasiment. 50. Ouais. Elle a Maintenant, zéro performance sur quasiment 10 ans. Et tout d'un coup, accélération, ouais. ouais. Transformation de la boîte. Donc, on peut dire que Bernard Arnault a su faire. Je veux dire, s'il fallait Ouais. dire, voilà, il y a un CEO qui a bien bossé, le CEO est néanmoins un propriétaire à 50% de sa boîte, ça a super bien fonctionné. Et ce qui est Donc, impressionnant, c'est qu'à l'intérieur de la structure, il y a quand même beaucoup de familles. Il y a beaucoup de ces enfants qui sont à des ouais. postes clés. Alors que c'est pas juste un gars qui pilote sa boîte tout seul comme d'autres multimilliardaires, c'est vraiment une structure qui se veut pérenne, j'ai envie de dire presque familiale. Et c'est là qu'il y a un portefeuille. Pour revenir sur les parfums, Firmenich donc a vendu 64%, enfin bon, ils vont avoir 64%, 36% du nouveau groupe, mais d'une certaine façon, ils ont vendu. Et puis, lorsque l'on lit la presse, pourquoi est-ce qu'ils ont vendu? Parce que les rejetons, la famille proche n'a pas forcément envie de se mettre dans ce business.
Donc, mieux vaut faire comme ça. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile. Comme ça, j'encaisse du pognon. C'est bien. Donc, Et après, il y a aussi un truc, je ouais, m'excuse, hein. vas-y. Il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier sur ce genre de... Parce qu'on entend beaucoup quand même sur LVMH, comme quoi c'est un scandale parce qu'il est très très riche et puis qu'il ne redistribue pas assez, il ne paye pas assez d'impôts, etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant à voir quand même, c'est que en fait, ce monsieur, il n'a pas 250 milliards de cash sur son compte en banque. Alors oui, certes, il a de l'argent. On va pas le plaindre. On n'est pas en train de lancer un crowdfunding pour le soutenir, mais il est clair qu'il ne faut pas oublier non plus, comme souvent on l'entend, que tout son argent, quasiment, il est dans sa société. Et donc, ça veut quand même dire que derrière, il y a une vraie stratégie, une vraie croyance en ce qu'ils font. Et ça, c'est aussi rassurant. C'est pas un gars qui est diversifié dans tous les sens. Il a tout dedans. Quasiment sa fortune, c'est LVMH. Je connais pas ses portefeuilles d'investissement, mais je pense qu'il a quand même majoritairement du Ouais. LVMH dans ses comptes. Et c'est vraiment ces gars qui font du all-in ou qui finalement s'exposent à 100% sur une thématique. Ça montre aussi qu'ils y croient. Alors, les mini-futurs, cette fois, donc, si on regardait, le titre est à 880. Donc, mini-futur. Mini-futur, donc là, c'est un long. Donc, l'équivalent d'un call, vous jouez la hausse. C'est UBS qui l'a sorti. Il l'a sorti il n'y a pas très longtemps, le 12 avril 2024. Là, le ratio est de 100. Donc, il y a un seuil de rentabilité toujours. Voilà, c'est 825 plus ce que vous avez payé, etc., etc. Donc, ça vous donne 895 euros. Donc, du moment que vous dépassez les 895 euros, ça marche. Par contre, par rapport au varan simple, il y a un stop loss. Donc, dans les mini futurs, il y a un stop loss. Le niveau de financement, c'est 801. Et le niveau de stop loss, c'est 825. D'accord? Donc 825, si le titre touche 825 et des poussières, vous perdez votre mini future longue. C'est aussi simple que ça. Donc ça ressemble d'une certaine façon à des varans avec un knockout, mais là simplement qu'il n'y a pas une dimension temporelle. Il y a une date d'émission. La date d'expiration, vous voyez de nouveau sur la gauche, tout en bas, c'est écrit sans fin. Donc c'est un open end. Donc tant qu'on ne touche pas, tant qu'on reste en dessus du niveau de stop loss, le mini futur est vivant, autrement il meurt. La volatilité est de 20, c'est toujours intéressant de le savoir. Le delta est de 1, ça on sait que c'est 1 pour 1. Là, c'est intéressant dans ce graphique parce que vous voyez la deuxième erreur qu'on peut trouver dans les graphiques, et puis là, grâce à Dieu, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est que le cours du titre est resté à 778 alors que c'est pas possible. Donc faites attention avec les graphiques, donc ne faites pas comme moi quand je me trompe dans certains trucs. Mais là, je l'ai laissé, j'aurais pu le corriger, mais je l'ai laissé. C'est pour vous dire aussi que lorsque vous faites du trading, lorsque vous faites de l'investissement, soyez hyper concentré et prudent. Donc là, on voit que le long, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Il a fait 2,48%. Si on avait mis la variation du titre, on aurait vu qu'il n'aurait pas fait grand-chose non plus. Après, vous dites non, 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 non. Moi, je pense qu'effectivement, l'implication de la Chine dans le plan de développement de LVMH est un petit peu amputée parce que la croissance n'a pas l'air d'être là. Donc, vous voulez jouer la baisse. Donc là, de nouveau, vous jouez la baisse. Donc, vous avez un niveau de financement à 1000, on va dire ça comme ça. Votre stop loss est à 992. Donc, si vous touchez 992 parce que le titre monte à 992, donc là, vous perdez votre titre, votre mini futur. D'accord? Le ratio est de 100, comme de l'autre côté. La volatilité est de 20, c'est la même chose. Donc, là, le graphique, on voit que comme le titre, malgré tout, a quand même bougé, d'accord? Et puis, quand ça bouge, plus le bid and ask des market makers, vous voyez que vous auriez perdu 23%. Donc, si vous aviez joué long, vous auriez gagné 2. Vous jouez short, vous perdez 23. Donc là, on ne joue pas comme avec les varans call et les varans put, c'est différent. Donc on ne va pas s'amuser à faire des Donc, straddles, des mhm. long shorts, ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, est-ce qu'il faut jouer les mini futurs? Oui, parce que je pense qu'au niveau dividend yield, c'est pas non plus la panacée. Donc on ne va pas acheter un titre comme LVMH pour son rendement du dividende. On achète un titre comme LVMH parce qu'on veut diversifier son portefeuille, pardon. Et puis qu'on ait un peu de la théorie qu'on a souvent partagée avec Thomas,
c'est qu'on peut investir avec l'hypothèse de la pyramide des besoins. Il faut manger, il faut se soigner, il faut Et il faut un sac à s'assurer, main. et il faut un sac à main, surtout pour se le faire voler après. Mais peu importe, mais au moins, avant de se faire voler le sac à main, on peut devenir influenceur à la télévision, et puis on se fait une image de mec qui fait de la promotion pour les sacs à main. Avec un smartphone Apple et en utilisant Snapchat. Ouais, mais bon, La boucle est bouclée? voilà, la Ouais. boucle est bouclée. Donc, le dicton du jour, avant qu'on ouvre pour les questions-réponses, on a pris Coco Chanel parce que comme ça, au moins, c'était intéressant. Le parfum est l'invisible, inoubliable accessoire de mode qui annonce votre arrivée et prolonge votre départ. Ça dépend dans une salle de sport, certaines fois, c'est inoubliable, mais c'est pas invisible. Bon, open for question. Alors, vous avez le terrain ouvert pour poser des questions. Il est 18h41. Si vous avez des questions, on est prêt. On est venu pour ça. Si vous n'avez pas de questions, on va devoir aller déguster du gin. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Voilà. Bon, pas de Petite questions ce question. soir. Sûr. Sûr. Le prix des sacs à main? Prix du ça. Non, ça, alors, on ne peut pas Non. répondre à ça. Mais c'est vrai que ça va être une grande question ces prochains temps. Je pense que ça va être une grosse interrogation pour le marché par rapport au luxe, puisqu'effectivement, on a. Moi, ce qui m'a frappé en ce début d'année, c'était vraiment le départ qu'on a eu sur le luxe, qui était assez spectaculaire. Tout d'un coup, on a essayé de prise de conscience comme quoi les Chinois allaient reconsommer. Et j'ai eu l'impression pendant une période, tout ce qui était positif par rapport à la libération de la Chine, eh bien, était positif pour LVMH. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'on répétait encore et encore les mêmes histoires. Mais enfin, pour l'instant, j'avais un peu peur de la publication des résultats de ce trimestre. Et finalement, on s'en est relativement bien sorti. Alors, les questions arrivent. Alors, LVMH n'a pas payé Tiffany au plus haut, question mark. Alors après, ça dépend parce que les prix qui ont été officialisés, c'est une chose. Mais si vous vous rappelez, Tiffany n'était pas au meilleur de sa forme à l'époque. Et puis, effectivement, il y a eu des petits problèmes par rapport à cette offre de rachat. C'est toujours la même chose. Après, il y a des histoires d'ego, il y a des histoires de banquiers. Le banquier de Tiffany n'est pas forcément d'accord avec le banquier d'LVMH, mais c'était pas au plus haut. C'était pas au plus haut. LVMH aurait pu l'acheter beaucoup plus haut avant. Donc non, 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 là, ça joue parce que ils ont dû bien négocier le truc parce qu'LVMH avait le cash et Tiffany avait des petits problèmes. Récession et luxe font-ils bon ménage? C'est embêtant. J'ai remis le graphique d'LVMH, mais il faudrait regarder un graphique en mettant des zones grisées de récession. Euh, quand, quand il y a une baisse, une vraie baisse des ventes, enfin, la récession, c'est un problème par rapport à ceux qui n'ont pas de pricing power. Je m'explique. Givaudan a pris de plein fouet la hausse des matières premières. Donc, eux vont devoir acheter la matière première et puis après la transformer. Donc ça, c'est un problème. LVMH, d'une certaine façon, reçoivent déjà une matière première transformée et puis ils vont payer un petit peu plus, évidemment, logique, mais eux vont ajuster les prix parce que on va se dire c'est une collection X qui sera numérotée et puis les gens vont se ruer dessus. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et puis en fait aussi une manière d'échapper à la récession, c'est peut-être se dire je vais me faire un petit plaisir. C'est un peu con comme ça. Alors de nouveau, la clientèle d'LVMH, ce ne sont pas les gilets jaunes, hein. Je veux dire, soyons très très clairs. C'est compliqué. Donc eux vont plutôt essayer d'aller passer des vacances au Maroc et puis d'acheter un faux Vuitton. Ça c'est une autre histoire. Mais autrement, non, 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 les gens vont vraiment payer le prix fort. Donc il y a des marges qui sont juste extraordinaires, Ouais. extraordinaires. Donc la connerie humaine n'ayant pas de limite. Voilà. Alors, je reviens, je vais dans ta direction par rapport au fait, hier soir, j'ai vu sur une émission de télé, il montrait le président de la Tchétchénie, je crois, et qui posait au milieu de ces hommes.
en tenue militaire et en fait, il a une veste militaire. Et en zoomant sur la veste militaire, on voit qu'en fait, c'est pas une veste militaire. Il y a le logo Louis Vuitton en transparence derrière. Et il montrait que c'était une veste en tissu épais qui ressemble à une veste militaire, qui a les couleurs d'une veste militaire et qui valait 2380 euros. C'était une veste Louis Vuitton. Et puis, il avait des Rangers Prada qui valent aussi 1250 euros pour la petite histoire. J'ai cherché entre deux. Tiffany a été racheté en novembre 2019, sauf erreur. En 21, Et ouais, bah, pas où il y a eu fusion en 21, ouais. ouais, mais grosso modo, quand l'annonce a été faite, ça valait 88 $. Ouais, et puis au Et au plus plus haut, haut, on était à 112, à peu voilà. près. Voilà. La réponse. Merci. Pensez-vous un split envisageable et si le prix continue d'augmenter? Là, on parle d'LVMH, je Ouais, ouais, pense. ouais. Euh, on prend pas. On Alors, c'est prend. marrant parce que, ouais, ouais, l'idée, c'est que un split, en fait, c'est assez rigolo. Parce que s'il splittait, ça serait une façon de dire on veut que le petit peuple achète. Ça, c'est une hypothèse de travail. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de dire ça vaut cher. Parce que de nouveau, ça sera réservé aux very few. Donc, ça, c'est une hypothèse. Maintenant, si eux veulent diversifier leur base d'actionnaires, ce qui me semble pas être le cas parce qu'ils en ont un peu rien à battre, Hmm. ils vont pas splitter. Ils vont pas splitter. Pour eux, ça n'a aucun sens. Un peu comme Givaudan, on va dire, même à 2000, on peut se poser pourquoi ils ne se splitent pas. Regardez l'Int, c'était la même chose si on revient sur la Ouais. Suisse. Il y a des titres qui veulent pas être splittés. Bah, si on regarde un peu, alors de nouveau, c'est un autre pays, mais si vous regardez les États-Unis, il y a certains titres qui ne voulaient pas splitter, Amazon, Google, et finalement, ils y sont quand même arrivés parce qu'on a l'impression que quand ils arrivent, là, on est de loin pas encore à ces niveaux-là, parce que je crois qu'à l'époque, on était monté jusqu'à des 4000 ou des Ouais. 4500 sur Amazon ou des trucs comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme ça, euh, je dirais, ouais, comme je suis assez d'accord avec toi, je pense pas. Non, mais moi, j'essaie de me mettre dans la Mm. peau d'Arnaud, Enfin, pas dans son portefeuille. Mais non, non, ouais, je crois que non. C'est comme s'il sortait une collection junior Louis Vuitton pour agrandir sa masse d'acheteurs. Non, parce qu'il cannibaliserait en fait les produits haut de gamme. Donc non, il y a certaines personnes qui ont essayé de faire ce genre de choses, enfin, certaines sociétés, ça n'a pas vraiment marché. Donc je pense pas. Et puis de nouveau, il a 50% de la société. Qu'est-ce qu'il en a à faire d'augmenter sa base? Vraiment, ça l'intéresse pas. Enfin, je pense. De nouveau, j'ai sorti ma balle de cristal. Là, on revient sur le prix de Tiffany. Et là, vous me dites qu'il vous semble que c'était à 130 $. Écoutez, honnêtement, je sais, moi, j'ai trouvé ça en 2 minutes. J'ai pas mon PC habituel, donc Ah, je veux bien chercher un peu plus, mais je me souviens pas des détails. euh, Je si, vous reviendrai. ouais, on pourrait aller chercher. Non, 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 faut je pas vous aller chercher. reviens. Non, non, ouais, en fait, bon, vous avez peut-être plus raison que nous par rapport au prix d'achat. Après, c'est qu'est-ce que ça veut dire au plus haut? C'est ça l'histoire. C'est si la société cote à 130 et puis qu'on la veut plus haut, on va payer 140 ou 150. En général, les mergers se font à un certain prix, les rachats se font toujours plus cher que le prix du marché. Regardez l'histoire de Elon Musk avec Twitter. Donc, à un certain moment, on joue un tout petit peu. Ouais, Pardon, donc effectivement, 131,5 le prix de rachat. voilà, 131,5. Ouais. C'est vrai. Mais pardon, donc effectivement, on peut dire que c'était au plus haut, mais c'était pas au plus haut de la valorisation de Tiffany quand ils avaient commencé à discuter par rapport à ça. Et puis que justement, il y avait eu des actionnaires de Tiffany qui s'étaient opposés au rachat par LVMH, mais Tiffany était en perte de croissance. Alors là, est-ce que vous auriez quelque chose à dire concernant la cotation de DSM Firmenich? Alors moi, rien. Moi non plus. J'ai aucune idée. Non. C'est assez rigolo parce que bon, Firmenich était privé, devient dans une société publique. Comme il n'y a pas suffisamment d'histoire avec ce nouveau merger, très compliqué à avoir Une une opinion. réponse ouais, qui soit sensée. Euh, La prépondérance des valeurs de luxe dans l'indice français ne sera-t-elle pas dommageable dans le futur? Prépondérance, je connais pas les pondérations du CAC 40 exactement, mais de tête, il y a Kering, Hermès
et Je ne sais LVMH. pas s'ils sont, si Hermès est dans le Hermès, ils l'ont CAC. mis dans le CAC. Ouais. Ils l'ont mis dans le Ouais. CAC. Donc, il y a ces trois-là. Si vous regardez le reste, vous avez quand même les banques qui prennent de la place, les assurances qui prennent de la place. L'Oréal. Vous avez L'Oréal, vous avez Danone, vous avez quand même Total qui prend beaucoup de place. Je pense que pour l'instant, on n'est pas encore au point de se poser des questions à ce niveau-là, à mon avis. Oui, l'idée, c'est, rappelez-vous, on se posait la question aussi par rapport au SMI où il y avait beaucoup de banques et puis beaucoup de pharma et Nestlé. Bon, Aujourd'hui, il n'y a plus de banques. voilà, il n'y a Pardon. pratiquement plus de banques. La pharma est toujours là, donc prend du poids. Les assurances sont toujours là, prennent du poids. Donc à un certain moment, non, c'est pas dommageable, ça peut être même intéressant parce que un allocateur d'actifs, il va se dire, moi tout d'un coup j'ai envie d'avoir des titres défensifs, mais je joue à travers des ETF, d'accord? Eh ben j'achète ça. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarquera que dans tous les indices européens, il y a très peu de tech. Donc évidemment, quand la tech s'écroule, ben, c'est bien d'être sur des valeurs refuges, c'est-à-dire l'Europe, qui va aussi baisser, certes, mais en relatif moins. Donc pour des hedge funds, c'est intéressant. Et puis après, il y a des gens qui disent, non, non, moi j'aime bien la pharma, mais j'aime bien aussi d'autres choses, j'aime bien le côté franc suisse valeur refuge, je vais acheter franc suisse. Alors, tout ce qui a du positif aura toujours un revers de la médaille. Mais je ne pense pas que ce soit dommage. Je pense d'ailleurs, ceux qui créent les indices, je ne pense pas qu'ils réfléchissent dans ce sens-là. Ils vont regarder par rapport aux capitalisations boursières. Donc, si les sociétés françaises vont bien dans leur domaine, il n'y a aucune raison de ne pas les mettre, hein. Euh, Ah, On, les chaussures, ouais, 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 ouais. Euh, Là, il faudrait lire l'article qui est sur investir.ch sur On, qui a été écrit par une personne d'ici, de Swissquote. Moi, j'ai beaucoup de peine avec les chaussures de sport. Donc, On, il y a Federer avec ses lunettes noires, son sourire agréable, le, le, le garçon que toutes les femmes auraient voulu épouser, enfin en tout cas que toutes les mères auraient voulu que leur fille épouse. Ça, c'est une chose. C'est hyper compétitif, ça va, ça vient. Donc, regardez les histoires Adidas, regardez les histoires Puma. En gros, il y a Nike qui s'en sort bien, ça c'est vrai. Mais On, ça serait intéressant de sortir de la Suisse, d'aller même, je veux dire, à Milan dans la grande rue marchande, d'aller à Londres, d'aller à New York et de regarder par rapport aux gens qui portent des baskets, combien il y a de On. alors, moi, je vais avoir un discours un peu différent, dans le Mmh. sens où, en fait, c'est, c'est- moi, j'ai pas du tout aimé comment ça s'est traité au début, beaucoup trop cher, parce qu'il y avait Federer. Donc, de ce côté-là, c'était excitant, bien sûr, parce que c'est Federer. On connaît la popularité du monsieur. Après, je pense que c'est difficile de comparer On parce que vous avez la problématique que d'un côté, vous avez une boîte qui fait que de la chaussure quasiment pour l'instant. Et de l'autre côté, vous devez comparer avec des boîtes qui sont beaucoup plus diversifiées que On, en l'occurrence Adidas, en l'occurrence Puma, en l'occurrence Nike. Nike. Donc, du coup, c'est difficile de comparer aussi simplement une boîte qui est loin derrière ces méga compagnies. Après, le produit en lui-même, il a beaucoup séduit. Il est. Alors, moi, je suis un consommateur, hein, j'en ai consommé des dizaines. C'est extrêmement confortable. Ça, c'est une certitude. Je trouve que pour certains sports, c'est moins agréable que d'autres. Mais c'est hyper confortable comme basket de tous les jours, j'ai envie de dire. Elle est très confortable, elle a beaucoup d'amortis, elles ont beaucoup d'amortis. Il y a un défaut, c'est que la semelle est très belle, elle est spécifique. Et en fait, moi j'ai des graviers devant chez moi, j'ai Ah, plus de ça fait. graviers coincés dans les chaussures qu'ailleurs. Ça c'est un petit détail. Mais voilà, mais je pense que ce sera une question de voir comment ils vont fonctionner sur les années. Je pense que c'est un titre qui est cher et qui restera cher tant qu'il y aura la mania Federer. Le produit, après, il est bon, il est bien. Maintenant, c'est clair, s'il y a des délires comme on a eu au moment de l'IPO, je pense qu'il faudra faire attention. Voilà ce que l'on pouvait dire. Ah oui, c'est intéressant. Kohl, oui, effectivement, K-O-H-L, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, environ 40% du CAC 40.
Oui, oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Et puis en plus, ils sont des compétiteurs. Non, sauf L'Oréal. L'Oréal, ça c'est quand même différent. Et puis L'Oréal avait de la Nestlé. Enfin, c'était assez intéressant aussi. Comment Madame Bettencourt avait travaillé son truc. Alors, la France qui n'arrête pas d'être dans le cocorico sur, on va dire, la bouffe et enfin, la restauration, pardon. La restauration et le produit de luxe, eh bien, on pourrait dire qu'historiquement, ça serait logique qu'ils en aient 40%, donc c'est pas plus dérangeant que ça. Mais donc, par contre, c'est très intéressant de se poser la question quand on achète un ETF, quand on joue la France, à travers un ETF France, que vous jouez 40% Que luxe de sur luxe. Guinée, Ouais. ouais. Par contre, ça rejoint la question plus bas parce qu'on nous dit est-ce que vous avez des références d'ETF sur le luxe? Alors, Oui, il y en a un, je l'avais il y en, sorti à l'époque. il y en a plusieurs. Il y en a un d'ailleurs chez Swissquote, je me permets de faire de la pub. Il y a un AMC qui vous permet de jouer la thématique du luxe. Mais la problématique pour avoir analysé 2-3 ETF sur le luxe, c'est que bah, vous vous retrouvez avec grosso modo Bah, les LVMH. trois principaux que vous avez en France. Derrière, on vous colle un peu de Richemont et un peu de Swatch pour dire, pour faire genre, on a les montres. Vous pouvez pas vous baser sur les grandes marques de montres parce qu'elles sont pas cotées en bourse. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous met à la place? On vous met tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin. Alors, on vous a collé du Ferrari, ce que je peux comprendre, du Porsche, que je peux comprendre, du Tesla, ce que je peux pas comprendre du tout, parce que je vois pas à quel moment la Tesla rentre dans un ETF de luxe. Ça, vous m'expliquer ce que vous voudrez. Vous pouvez me dire que c'est la révolution, comme ce qui est génial, mais je ne comprends pas pourquoi vous mettez que dans la plupart des ETF luxe, vous avez du Tesla. Je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Alors, je dis pas que ça n'a pas de sens d'investir dedans. Je dis juste que si on fait du luxe, on fait du luxe. Tesla, c'est pas du luxe. Point. Mais voilà, donc il y en a plusieurs, ils se ressemblent tous. Il y en a un donc chez Swissquote qui existe, j'ai pas le nom en tête, mais si vous tapez sur le site Swissquote, vous trouvez sans problème. Ah ouais. Et il y en a un autre qui est un Lixor, sauf erreur, en Europe, mais de nouveau, même Ah, vous avez chose, retrouvé les mêmes. les mêmes trucs, les mêmes pondérations. Donc voilà, l'un dans l'autre. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez jouer le luxe et vous y croyez vraiment, bah pour moi, j'irais plutôt sur d'autres trucs. Je prendrais simplement Hermès, Kering et puis LVMH et je m'assierais. Voilà. Par rapport à On, pour revenir sur On, Mhm. il y a de plus en plus de monde qui porte des On. Mais de nouveau, soyons très clairs, c'est une société qui commence. Donc, quand elle commence, c'est facile d'augmenter d'une certaine façon. Et puis, moi aussi, j'ai une paire de On, soyons très clairs aussi, pour se compter confortable, pas pour aller courir et compagnie, je peux plus. Donc, ça, c'est réglé. Par contre, je fais juste un petit parallèle pour rigoler, hein. Vous allez dans un bar et puis sur la terrasse, il y a plein de monde. Vous dites, alors ce bar, il marche du tonnerre. Et plein de monde avec des bières à la main. Il fait chaud, vous avez soif, et puis c'est une soirée qui est vachement sympa. Vous voulez aller reprendre une bière. Ça vous prend une plombe pour aller jusqu'au bar pour se faire servir la bière. Donc, une deuxième bière, je veux bien, la troisième, vous n'y allez pas. Et puis à côté, vous avez un bar, ben, on parlait de gin et de machin, de whisky et compagnie ou un bar à vin, il y a beaucoup moins de monde. Les mecs, ils vont marger la même chose que sur les bières, à peu près, enfin peut-être un peu moins, mais sur l'addition, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Donc, vous avez l'impression que le bar à vin, bon, il y a peut-être moins de monde, mais que dans le bar à bière et compagnie, il y a plein de monde. Et vous regardez la recette en fin de journée, enfin surtout en fin de soirée, et puis surtout les marges que vous avez faites. Donc, on, il y a un côté fashion, ça marche, ça monte, très bien. Mais quels seront leurs relais de croissance? Parce que vous n'allez pas acheter 40 paires de On, première chose. Deuxième chose, il n'y a pas pour l'instant encore une montagne d'influenceurs qui sont sur On. Et puis, quand vous discutez avec les petits C'est jeunes, sur off. Ouais. ouais, c'est plutôt sur Off. Puis quand vous discutez avec les petits jeunes, que vous voyez à la télévision, des trucs comme ça, des reportages, les gens, ils sont en train de montrer leur Nike, leur machin, leur truc, qui coûtent une blinde, qu'ils ont réussi à acheter et puis qui valent encore plus cher, etc. On voit pas encore On dedans. Donc, pour moi, c'est plutôt par rapport au relais de croissance plus tard. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, c'est un marché qui est vachement compétitif. Et pour terminer, la dernière question, c'est plutôt une remarque. Quelqu'un nous dit qu'il y a un vrai fonds action et pas un ETF qui existe sur le luxe. Alors, je ne vais pas citer le nom parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'on peut pas, on peut pas commencer à faire de la pub pour tout ce qu'il y a dans tous les sens.
Alors oui, sur toutes les thématiques du monde, vous allez trouver en plus des ETF, des fonds. Des fonds, il y en a des milliers et des milliers et des milliers, et ça a le mérite de devoir être analysé. Donc on ne peut pas commencer à donner des noms comme ça au hasard, donc je ne vais pas le citer, mais oui, effectivement, il y a aussi des fonds sur le luxe. Nous, la vocation ici, c'est de parler des produits qui existent et qui sont cotés chez Swissquote. Les fonds ne sont pas sous cette forme-là, donc je ne peux pas non plus commencer à aller là-dessus, surtout que je ne connais pas. Ouais. Nous ne connaissons pas la totalité des fonds qui circulent dans le monde, mais il y en a plein, et il y a toujours un qui est meilleur que l'autre, de toute façon, ça c'est Mais clair. en tout cas, j'ai jeté un coup d'œil. Donc, Mm. merci pour l'info parce que c'est toujours intéressant. Parce que le monde de l'investissement est tellement vaste Mm. qu'effectivement, on n'a pas encore fait le tour. Oui, le Et gaming c'est le top, mais enfin voilà, c'est pas le sujet. ouais, Voilà, c'est donc ici que ça se termine, à moins que vous ayez. Non, il n'y a plus de questions. Et merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr dans quelques semaines, ouais, dans un mois, je pour sais pas quand exactement. en mois de juin en tous les cas, Ouais. pour un nouveau webinaire. Et puis donc oui, il y en a un qui le signifie. J'en profite de faire de la pub ce soir, puisque le 15 juin 2023, donc dans 3 semaines à peu de choses près, il y aura le Swissquote Trading Day qui aura lieu à Genève, au bâtiment des forces motrices. Et donc, il y aura de nouveau 6 conférences différentes. Et je vous recommande de venir, d'abord Parce que tu seras là. parce que j'en ferai une de conférence, que je serai sur la scène pendant 5 heures et que je serai aussi à l'apéro ensuite. Mais il y aura aussi pas mal de sujets qui seront assez intéressants. On a la chance d'avoir des gens qui sont dans. On aura de nouveau Fabrizio Chirighetti qui sera là cette année pour parler de l'inflation, puisque c'est monsieur inflation sous nos contrées. On aura un spécialiste du métaverse, on aura un spécialiste vraiment très large au sens crypto pour aborder l'avenir des cryptos. On aura un fonds sur le Japon qui sera là. Moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le Japon est en train Ah d'accélérer ouais, à la ouais, hausse les plus en hauts. ce Ouais, ouais. moment. On aura également quelqu'un qui viendra nous parler de l'économie circulaire, qui sera un gérant de fonds d'économie circulaire qui sera là également. Bref, ce sera assez intéressant. Donc, n'oubliez pas, notez le 15 juin, ça commencera à 12h45, ce sera en présentiel, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site de Swissquote et ce sera également en streaming que vous pouvez regarder si vous ne voulez pas vous déplacer, et puis ce sera de toute façon après redistribué sur YouTube ensuite. Voilà, c'est tout pour ce soir, merci d'avoir été là. On se retrouve en ce qui me concerne demain matin, comme d'habitude, pour le Morning Bull Live. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, on vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Bye bye. À la prochaine.